qu'un médecin manque d'être condamné, jusqu'à ce que la réceptionniste se lève et le défende avec des preuves. La notification est arrivée un vendredi après-midi, alors que le cabinet était déjà presque vide. Étienne a pris l'enveloppe d'une main, qui tremblait légèrement, et a lu ces mots qu'aucun médecin ne veut voir. Une plainte déontologique pour une prétendue négligence dans la prise en charge. Un nom y figurait, Madame Bernadette, une patiente de 72 ans qu'il suivait depuis presque 5 ans. Il est resté immobile dans le couloir un long moment, tenant ce papier comme on tient une chose dont on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Amélie, qui finissait de fermer le système à l'accueil, a remarqué son expression avant même qu'il ne dise un mot. « Qu'est-ce qui se passe, docteur ?» Étienne lui a tendu le papier sans parler. Elle a lu, relu, puis elle l'a regardé avec un regard qui mêlait la confusion à quelque chose de plus profond, un serment qu'elle n'aurait pas su s'expliquer à elle-même à cet instant. L'accusation était sérieuse. Selon le document, Étienne aurait prescrit à Madame Bernadette un médicament de la famille des anti-inflammatoires que la patiente avait signalé comme allergie. La dame âgée aurait fait une forte réaction et, à l'initiative de son fils, l'affaire était remontée au Conseil de l'Ordre des médecins pour une audience formelle d'enquête. Si cela était confirmé, Étienne pourrait être suspendu. Il pourrait perdre le droit d'exercer sa profession. Amélie savait, mieux que personne, que cela n'avait aucun sens. Voilà, parfois on travaille avec une personne tous les jours et c'est seulement dans un moment de crise qu'on se rend compte de ce que cette personne représente. Ce moment-là, entre eux deux, en a dit long, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Étienne avait 42 ans, le crâne rasé, un visage qui portait ce mélange de fatigue et d'attention que les bons médecins développent parfois au fil des années. Il n'était pas du genre à prendre des raccourcis. Il était du genre à tout noter, à demander comment allait la famille, à appeler le lendemain pour vérifier si le patient avait bien compris les instructions. Son cabinet dans un petit bourg de province était réputé exactement pour cela. C'était le médecin que tout le monde aurait voulu pour sa mère. Amélie était avec lui depuis 8 ans. Elle était arrivée à 24 ans, tout juste diplômée d'un cursus d'administration, et elle était restée parce que le cabinet fonctionnait avec une organisation qu'elle respectait. Ses cheveux bruns toujours attachés avec soin. Un chemisier blanc presque tous les jours parce qu'elle disait que cela inspirait plus de confiance aux patients. Une façon directe de parler que certaines personnes confondaient avec de la froideur. Mais ceux qui la connaissaient savaient que c'était simplement sa manière d'être honnête. « C'est faux », a-t-elle dit, en lui rendant le papier. Pas comme une tentative de réconfort, comme une affirmation de quelqu'un qui est sûr d'elle. « Il faut que je comprenne ce qui s'est passé. Vous vous souvenez de sa consultation ?» Elle a réfléchi une seconde. « Je m'en souviens. Elle est venue pour des douleurs articulaires. Vous avez demandé des examens et prescrit un anti-inflammatoire. J'ai tapé l'ordonnance. » « Exactement. Et ce que j'ai prescrit ne correspond pas à ce qui figure dans cette plainte. » Ils se sont regardés en silence. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. L'audience était fixée à 18 jours. Assez de temps pour préparer une défense, mais pas si simple quand ce qui était en jeu était la version officielle d'un dossier médical numérique qui disait quelque chose de complètement différent de ce dont Étienne se souvenait avoir fait. Il a engagé un avocat la même semaine, un homme plus âgé nommé Philippe, qui travaillait dans le domaine de la santé depuis de nombreuses années et qui, en analysant le dossier médical électronique, est resté silencieux trop longtemps. « Le document est techniquement correct », a dit Philippe un après-midi où tous les trois s'étaient réunis. La signature numérique du docteur Étienne y est, la date y est, l'historique des modifications aussi. Si quelqu'un a touché à ça, c'est très bien fait. « Et quelqu'un y a touché », dit Étienne avec une fermeté qui ne laissait aucune place au doute. « Ça, je le crois. Le problème, c'est de le prouver. » Amélie ne dit rien à ce moment-là. Mais quelque chose tourna dans sa tête toute cette nuit-là. Un souvenir d'il y a des années. Une habitude qu'elle avait adoptée au début de son travail, quand le système du cabinet médical était encore instable et qu'elle vivait dans la crainte de perdre des données. Un cahier. Un cahier à couverture rigide, bleu foncé, où elle notait à la main les consultations du jour, nom du patient, heure, motif de la consultation, et quand le médecin dictait la prescription,
Elle la notait aussi avant de la saisir dans le système. Elle avait arrêté de faire cela il y a environ 2 ans, quand un nouveau système était arrivé et qu'elle avait commencé à faire davantage confiance à la technologie. Mais avant cela, il y avait 8 cahiers empilés sur une étagère à la maison, avec les entrées de chaque jour de travail. Elle dormit mal cette nuit-là. Le lendemain matin, avant que le soleil ne soit bien levé, Amélie était à genoux devant l'étagère de la chambre, sortant cahier après cahier et les feuilletant avec soin. 3e cahier, 4e, 5e. Son écriture était petite, ordonnée, chaque ligne remplie avec la même application qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Et puis elle trouva la bonne date. Le nom, Bernadette Marie Lefebvre. Heure, 14h30. Motif, douleur articulaire au genou droit, antécédent d'hypertension, allergie signalée aux composants de la famille des oxycam. Et le médicament qu'Étienne avait dicté ce jour-là, naproxène sodique à faible dose, avec pour consigne de le prendre au moment du repas. Amélie resta à regarder cette ligne pendant environ 3 minutes d'affilée. Ce qui figurait dans le dossier du système était du diclofénac, un composé de la famille exacte que la patiente avait signalé comme allergie. Ce n'était pas une erreur de saisie, c'était une substitution délibérée. Elle prit le cahier, le serra contre sa poitrine une seconde et alla appeler Étienne. Sa voix, quand il décrocha, disait déjà qu'il n'avait pas dormi. Elle dit tout d'un trait, sans s'arrêter. Quand elle eut terminé, il y eut un long silence de l'autre côté. Amélie. Sa voix était différente. Vous avez gardé ça, toutes ces années. Vous savez que je suis soigneuse. Oui, je sais. Maintenant, ils avaient une preuve. Mais une preuve de quoi exactement? Que son cahier montrait quelque chose de différent du système? L'avocat Philippe dirait, à juste titre, que n'importe qui pourrait prétendre que les notes avaient été écrites après les faits. Ils avaient besoin de quelque chose de plus. Quelque chose qui puisse corroborer cela à partir d'une source indépendante. Amélie se mit à réfléchir comme si elle résolvait un problème de logistique, ce qu'elle faisait le mieux. Si Étienne avait prescrit du naproxène, l'officine de quartier avait reçu une ordonnance de naproxène. Les officines de quartier conservaient les ordonnances papier pendant un certain temps. Si l'officine de quartier où Madame Bernadette avait l'habitude d'acheter avait encore l'original de cette date, elle passa tout l'après-midi du samedi à aller d'officine de quartier en officine de quartier. La 3e où elle entra, une à la façade jaune, avec un nom peint à la main sur le mur, avait une employée d'âge moyen nommée Françoise, qui connaissait tout le monde dans le quartier par leur nom. Bernadette? Bien sûr que je la connais. Elle achète ici depuis avant ta naissance, ma fille. Amélie expliqua la situation avec précaution, sans exagérer. Elle demanda à voir si l'ordonnance de ce jour-là était encore dans les archives. Françoise la regarda d'un œil qui évaluait ses intentions, puis elle dit qu'elle allait voir ce qu'elle pouvait faire. 15 minutes plus tard, Amélie tenait une copie de l'ordonnance originale manuscrite par le docteur Étienne Morel, naproxène sodique, avec la date, avec la signature, avec le numéro d'inscription du médecin. Elle dut retenir l'envie de pleurer là, dans l'officine de quartier. Il y avait un autre morceau de l'histoire qui n'était pas encore clair, et c'était ce morceau-là qui perturbait le plus Amélie. Qui avait touché au système pour accéder au dossier électronique et modifier une entrée avec la signature numérique d'Étienne? Il faudrait un haut niveau de droit d'accès au système. Os únicos usuários com esse tipo de acesso eram Renato e, por período curto, o Dr. Marcos Queiroz. Marcos tinha sido colega de Renato. Durante quase 2 anos alugou um consultório dentro da clínica, compartilhavam a recepção, o sistema, a equipe de apoio. A parceria tinha terminado de forma não muito amigável. Marcos queria comprar uma parte da clínica, Renato não queria vender, e quando Marcos abriu sua própria clínica, a algumas quadras de distância, a saída foi marcada por palavras duras e por um silêncio ainda mais pesado nos dias que se seguiram. O que Camila tinha esquecido, mas que voltou à memória enquanto ela dirigia de volta para casa com a receita na bolsa, era um detalhe pequeno. Quando Marcos saiu, Renato tinha pedido para ela revogar os acessos do colega no sistema. Mas havia uma confusão naquela semana, um volume alto de pacientes, e ela tinha deixado para o dia seguinte, e depois para o outro.
E quando ela finalmente foi fazer, o sistema indicou que aquele usuário já estava inativo. Ela tinha presumido que o próprio sistema desativara automaticamente depois de algum tempo. Mas agora, ela não tinha mais tanta certeza. Eu precisei parar aqui quando soube desse detalhe. Porque isso acontece na vida real. A gente deixa uma coisa para depois e aí, de um jeito que nunca esperava, essa coisa volta. Não tem como se preparar para isso. Nos dias que se seguiram, Camila não descansou bem. Ela foi ao escritório do advogado Tadeu com o caderno e com a cópia da receita, explicou tudo, e viu nos olhos do homem algo que não tinha aparecido na semana anterior. Esperança real. Isso muda bastante a situação, ele disse, mas preciso de mais. Se houve acesso indevido ao sistema, preciso que o responsável técnico da plataforma emita um relatório com o histórico de acessos daquele período. Renato ouviu tudo sentado à mesa, as mãos abertas sobre a madeira, o rosto com aquela expressão de quem está segurando muita coisa ao mesmo tempo. Quando Tadeu saiu da sala para ligar para o suporte técnico, Renato virou para Camila. Por que você está fazendo isso? Ela olhou para ele como quem estranha a pergunta. Porque o senhor é inocente. Você podia simplesmente testemunhar no processo como funcionária. Está indo muito além disso. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse, com aquela objetividade que era o jeito dela de ser, 8 anos. O senhor sabe quantas famílias passaram por essa clínica nesse tempo? Quantas vezes eu vi o senhor ficar além do horário porque um paciente não tinha como ir embora sozinho? Não é sobre ir além. É sobre não conseguir ficar parada quando a coisa está errada. Renato não respondeu. Mas quando ela se virou para sair, ele disse bem baixinho, obrigado. O relatório de acessos chegou 3 dias antes da audiência. E lá estava, uma entrada no perfil de Marcos Queiroz no sistema, feita às 23h14 de uma quarta-feira, 2 meses e meio antes da reclamação formal, em data posterior à saída oficial dele da clínica. Uma modificação no prontuário de Conceição Aparecida Vaz. Quando Tadeu ligou para Renato com essa informação, o médico ficou em silêncio por tanto tempo que o advogado achou que a ligação tinha caído. Doutor Renato, estou aqui. Temos o suficiente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A audiência aconteceu numa terça-feira de manhã, numa sala de madeira clara com cadeiras estofadas de couro marrom, o tipo de ambiente projetado para fazer as pessoas sentirem o peso de estar ali. À frente da mesa comprida, presidindo o processo, estava a conselheira Beatriz Nogueira, uma mulher de postura firme e olhar que não deixava nada escapar. Do outro lado, representando a reclamação, estava o filho de Dona Conceição, Gustavo Vaz, um homem de meia idade com ombros caídos e uma expressão que oscilava entre a determinação e alguma coisa que parecia desconforto. Les seuls utilisateurs ayant ce type d'accès étaient Étienne et, pendant une courte période, le docteur Gaspard Vaugrenard. Gaspard avait été un collègue d'Étienne. Pendant presque 2 ans, il avait loué un cabinet au sein du cabinet médical. Ils partagèrent la réception, le système, l'équipe de soutien. Le partenariat s'était terminé de façon peu amicale. Gaspard voulait acheter une partie du cabinet. Étienne ne voulait pas vendre. Et quand Gaspard ouvrit son propre cabinet à quelques rues de là, le départ fut marqué par des mots durs et par un silence encore plus lourd dans les jours qui suivirent. Ce qu'Amélie avait oublié, mais qui lui revint en mémoire tandis qu'elle reconduisait vers chez elle avec l'ordonnance dans son sac, c'était un petit détail. Quand Gaspard était parti, Étienne lui avait demandé de révoquer les accès de son collègue dans le système. Mais il y avait eu de la confusion cette semaine-là, un volume élevé de patients, et elle avait remis ça au lendemain, puis au surlendemain. Et quand elle avait finalement voulu le faire, le système indiquait que cet utilisateur était déjà inactif. Elle avait présumé que le système lui-même l'avait désactivé automatiquement après un certain temps. Mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. J'ai dû m'arrêter ici quand j'ai appris ce détail. Parce que ça arrive dans la vraie vie. On remet une chose à plus tard et puis, d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée, cette chose revient. Il n'y a aucun moyen de s'y préparer. Dans les jours qui suivirent,
Amélie ne se reposa pas bien. Elle se rendit au bureau de l'avocat Philippe avec le carnet et la copie de l'ordonnance, expliqua tout et vit dans les yeux de l'homme quelque chose qui n'était pas apparu la semaine précédente. Un vrai espoir. « Ça change pas mal la situation, dit-il. Mais il me faut plus. S'il y a eu un accès indu au système, il faut que le responsable technique de la plateforme émette un rapport avec l'historique des accès de cette période. » Étienne écouta tout, assis à la table, les mains à plat sur le bois, le visage avec cette expression de quelqu'un qui retient beaucoup de choses à la fois. Quand Philippe sortit de la pièce pour appeler le support technique, Étienne se tourna vers Amélie. « Pourquoi faites-vous ça ?» Elle le regarda comme quelqu'un qui s'étonne de la question. « Parce que vous êtes innocent. Vous pouviez simplement témoigner dans la procédure en tant qu'employé. Vous allez bien au-delà de ça. » Elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit, avec cette objectivité qui était sa manière d'être, « 8 ans. Vous savez combien de familles sont passées par ce cabinet pendant tout ce temps? Combien de fois je vous ai vu rester après les heures de consultation parce qu'un patient n'avait pas les moyens de repartir seul. Ce n'est pas une question d'aller au-delà. C'est une question de ne pas pouvoir rester sans rien faire quand les choses sont fausses. » Étienne ne répondit pas. Mais quand elle se retourna pour sortir, il dit tout doucement « Merci ». Le rapport des accès arriva 3 jours avant l'audience. Et il était là, une entrée dans le profil de Gaspard Vaugrenard dans le système, effectuée à 23h14 un mercredi, 2 mois et demi avant la réclamation formelle, à une date postérieure à son départ officiel du cabinet. Une modification dans le dossier médical de Bernadette Marie Lefebvre. Quand Philippe appela Étienne avec cette information, le médecin resta silencieux si longtemps que l'avocat crut que la communication avait été coupée. « Docteur Étienne, je suis là. Nous avons assez. » Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Et maintenant, je continue. L'audience eut lieu un mardi matin, dans une salle en bois clair avec des chaises rembourrées de cuir marron, le genre d'endroit conçu pour faire ressentir aux gens le poids d'être là. Au bout de la longue table, présidant la procédure, se trouvait la conseillère Valérie Dubois, une femme à la posture ferme et au regard qui ne laissait rien échapper. De l'autre côté, représentant la réclamation, se tenait le fils de Madame Bernadette, Jean-Pierre Lefebvre, un homme d'âge moyen, aux épaules affaissées et à l'expression qui oscillait entre la détermination et quelque chose qui ressemblait à de l'inconfort. À côté de lui, un avocat qu'Amélie ne reconnut pas. Étienne était assis à la table de la défense, en blouse blanche, les mains croisées, avec un calme dont elle savait qu'il lui demandait un effort. Amélie était assise derrière lui, dans la rangée des accompagnateurs, le cahier bleu sur les genoux et la copie de l'ordonnance dans une chemise. Philippe ouvrit la défense en présentant le contexte. 18 ans de carrière sans aucun incident antérieur, plus de 4000 patients reçus au cabinet médical, des références solides de la part de ses confrères et de la communauté. Puis il demanda que l'analyse technique du dossier médical soit effectuée avant toute conclusion. L'avocat du plaignant présenta le dossier médical électronique avec la signature numérique d'Étienne et le médicament prétendument mauvais. La conseillère Valérie nota quelque chose sur le bloc posé devant elle sans quitter le document des yeux. Ce fut alors que la situation commença à pencher du mauvais côté. Le conseiller qui siégeait à la droite de Valérie se mit à poser des questions qui avaient un ton différent. Il voulait savoir pourquoi Étienne n'avait pas relu l'historique des allergies avant de prescrire. Il voulait savoir si les procédures du cabinet médical étaient auditées régulièrement. Étienne répondait avec prudence, mais on pouvait sentir que le récit s'acheminait vers une conclusion qui n'était pas la bonne. Alors le conseiller dit la phrase qui changea tout. Au vu des documents présentés et en l'absence de preuves contraires au dossier médical enregistré, il semble nécessaire de considérer. Amélie se leva, pas de manière impulsive. Elle se leva, le cahier dans la main gauche et la chemise dans la main droite, en chemisier blanc, les cheveux attachés, et parla d'une voix ferme qui traversa toute la salle. « Mesdames, messieurs, si vous me permettez, j'ai une preuve contraire. » La conseillère Valérie releva la tête et la regarda avec cette expression de quelqu'un qui évalue s'il doit ou non écouter. « Qui êtes-vous, madame ? Je m'appelle Amélie Laurent. Je suis la responsable de l'accueil et de l'administration du cabinet médical du docteur Étienne depuis 8 ans. Et j'ai des documents qui démontrent que le dossier médical présenté
a été modifié indûment après la date de la consultation. Un murmure parcourut la salle. L'avocat du plaignant intervint immédiatement, disant que les témoins et les documents auraient dû être présentés plus tôt, que la procédure avait des formes à respecter et que... La conseillère Valérie leva une main et le silence revint. « Laissez la jeune femme parler. » Amélie posa le cahier ouvert sur la table, à la page de la bonne date, et expliqua l'habitude qu'elle avait de noter les consultations à la main depuis le début de son travail. Elle présenta l'entrée relative à la consultation de Madame Bernadette, avec le médicament qu'Étienne avait prescrit ce jour-là. Puis elle sortit la copie de l'ordonnance fournie par l'officine de quartier, même date, même composition, même signature. Enfin, elle remit le rapport d'accès au système, avec l'heure, la date et l'utilisateur identifié. Elle ne tremblait pas. Elle avait la main levée, tenant ce document, et ses yeux fixaient la conseillère avec une clarté qui ne laissait aucun doute sur ce en quoi elle croyait. Étienne était assis, la regardant avec une expression que je ne sais pas très bien décrire. C'était de la stupéfaction, c'était de la gratitude, c'était aussi le regard de quelqu'un qui se rend compte qu'il n'était pas aussi seul qu'il le pensait. Je ne sais pas vous, mais ce moment m'a saisi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Il y a des gens qui apparaissent dans nos vies sans prévenir, et on ne mesure l'ampleur de cette présence que lorsque le moment l'exige. La conseillère Valérie examina les documents pendant un bon moment, les parcourant l'un après l'autre avec calme, comme le font les personnes qui comprennent la gravité d'une situation. Puis elle se tourna vers Jean-Pierre. « Monsieur Jean-Pierre, avez-vous une explication à la divergence entre le dossier médical présenté et les documents qui viennent d'être produits ?» Jean-Pierre était pâle. Il regarda l'avocat à côté de lui. L'avocat resta silencieux. « J'ai reçu les informations du dossier médical d'une personne qui a dit avoir vu la situation et qui pouvait aider à prouver ce qui s'était passé. » Qui était cette personne? Un long silence. Jean-Pierre baissa la tête. « Un médecin. Il a dit qu'il avait accès au registre et que le dossier montrait une négligence évidente. Il a dit qu'il suffisait de signer la demande d'enquête. » La conseillère nota. Le conseiller à sa droite, qui quelques minutes plus tôt avait commencé à orienter vers une conclusion défavorable à Étienne, resta silencieux, les yeux fixés sur son bloc-notes. L'audience fut suspendue pour que les nouveaux documents soient analysés formellement et pour que le responsable technique du système soit convoqué afin de confirmer les traces de connexion. Cela prendrait encore quelques jours. Mais lorsqu'Étienne sortit de cette salle ce matin-là, c'était un homme différent de celui qui y était entré. Non pas parce que tout était réglé, mais parce qu'il y avait désormais une ligne claire entre ce qui s'était réellement passé et ce que quelqu'un avait tenté de faire paraître. Dans le couloir, après que tous furent sortis, Étienne s'approcha d'Amélie et resta immobile devant elle une seconde, sans savoir quoi faire de ses mains. Puis, il posa ses deux mains sur ses épaules, doucement, comme un geste de celui qui ne trouve pas les mots. « Amélie, c'est réglé, » dit-elle avec son objectivité habituelle. Mais ses yeux brillaient un peu. 3 semaines plus tard, la conclusion officielle arriva. Le rapport technique confirma l'accès frauduleux au système. Le nom de Gaspard Vaugrenard était documenté, avec l'heure et la date. Le Conseil clôtura la procédure contre Étienne sans aucune sanction, avec une note indiquant que le médecin avait été victime d'une manipulation intentionnelle des registres et que l'affaire serait transmise aux instances compétentes. Gaspard ne voulut parler à personne. Son cabinet resta silencieux pendant des jours, après que la nouvelle eut circulé dans le petit bourg de province, comme circulent toutes les nouvelles dans les petites villes, de bouche à oreille, arrivant partout avant que la personne concernée ait le temps de se préparer. Jean-Pierre se rendit au cabinet d'Étienne un après-midi, sans prévenir. Il entra dans la salle d'attente, son chapeau à bord large à la main, ce chapeau qu'il faisait tourner entre ses doigts sans cesse, et demanda à parler au médecin. Amélie alla prévenir au cabinet de consultation. Étienne resta silencieux un moment avant de répondre. « Faites-le entrer. » La conversation entre les deux dura près d'une demi-heure. Quand Jean-Pierre sortit, son expression était différente, moins lourde, comme quelqu'un qui laisse quelque chose derrière lui sans savoir vraiment si c'était la bonne chose ou non. Étienne resta encore un moment dans son cabinet avant d'apparaître à la réception. « Comment ça s'est passé ?» demanda Amélie. Il a dit qu'il regrettait depuis le début,
que Gaspard était arrivé avec toute l'histoire toute prête, les documents prêts, et qu'il avait dit qu'il suffisait de signer une demande d'enquête. Il a promis que cela n'aboutirait à rien, que c'était juste pour faire pression. Jean-Pierre était en colère, il avait besoin d'argent, il s'est laissé emporter. Et vous? Étienne prit une profonde inspiration. J'ai dit que je comprenais, pas que j'étais d'accord, que je comprenais. Amélie acquiesça lentement. Mais la partie de l'histoire qu'elle n'attendait pas arriva 2 jours plus tard quand Madame Bernadette apparut au cabinet sans rendez-vous. Elle avait 72 ans, marchait avec une précaution qui n'était pas de la faiblesse, mais la sagesse de quelqu'un qui avait appris à respecter son propre corps au fil des années. Ses cheveux blancs bien coiffés, le sac en crochet qu'elle portait toujours au bras, la posture droite de celle qui avait été élevée en pensant que la posture disait quelque chose sur la personne qu'on était. Elle entra dans le cabinet d'Étienne et s'assit sur la chaise en face du bureau. « J'ai tout su, dit-elle avant qu'Étienne ne parle. J'ai toujours su que vous n'aviez rien fait de mal. J'ai essayé de convaincre Jean-Pierre de ne pas aller au bout de cette histoire depuis le début. Il ne m'a pas écouté. Madame Bernadette, laissez-moi finir, docteur. » Elle le regarda avec une douce fermeté. « J'ai élevé ce garçon toute seule après que son père est parti. J'ai travaillé comme femme de maison pendant 20 ans pour payer les factures. À un moment, il a attrapé une rage contre le monde que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Je n'excuse pas ce qu'il a fait. Je dis juste que je sais d'où ça vient. » Étienne resta silencieux. « Vous êtes le médecin qui m'a reçu quand j'avais peur du résultat de l'examen l'année dernière. Vous vous êtes assis ici et vous m'avez tout expliqué avec calme, sans vous presser, comme si j'étais la seule patiente de la journée. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça sans venir m'excuser en personne. » Elle sortit de son sac en crochet un bocal en verre scellé avec un papier écrit à la main par-dessus « Confiture de lait maison. Je l'ai faite hier. » Étienne reçut le bocal avec ses 2 mains et resta à le regarder une seconde avant de lever les yeux vers elle. « Merci, Madame Bernadette. Prenez soin de vous, docteur. » Elle se leva, ajusta son sac sur son bras et sortit avec ce pas prudent et digne qui était sa façon à elle de marcher dans le monde. Une femme qui avait passé sa vie entière à porter du poids sans se plaindre, et qui à ce moment-là avait choisi de laisser partir un poids. Il y a des choses qu'on traverse qui laissent une marque, mais il y en a d'autres qui, quand elles se terminent, laissent une clarté. Une certitude que ça valait la peine de ne pas céder, de ne pas plier, de ne pas laisser un mensonge gagner, juste parce que ça semblait plus facile que de se battre. Cet après-midi-là, quand le dernier patient fut parti et que le cabinet médical n'était plus qu'à eux 2, Étienne alla jusqu'à la réception avec le bocal de confiture de lait et le posa sur la table entre eux. « Ouvre-le, dit-il. » Amélie le regarda avec ce regard direct qui n'était qu'à elle. « Ce n'est pas un endroit pour manger, docteur. Ouvre. » Elle l'ouvrit. 2 gobelets jetables, 2 cuillères prises dans le petit pot à côté de la fontaine à eau. Ils restèrent là, debout dans la réception vide, à manger de la confiture de lait maison à la fin d'une après-midi qui avait mis beaucoup de temps à arriver. Et aucun des 2 n'eut besoin d'en dire plus. Fin de l'histoire. Maintenant, raconte-nous ce que tu as pensé de l'histoire et d'où tu regardes. Qu'aurais-tu fait à la place d'Amélie, avec 8 ans de travail et le risque de te retrouver mêlé à une situation de cette ampleur? Laisse-le dans les commentaires, on lit tout. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'oublie pas le like et, le plus important, de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires.